chacun et à chacune. Hein. Déjà, merci là, pour les interventions de la première partie de matinée. Hein. J'ai beaucoup appris. Merci à vous. Donc, Luc Roussel, je suis délégué à la recherche prospective à la Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais. Les centres sociaux, hein, alors, on trouve parfois avec les CCAS, hein, mais les centres sociaux, donc éducation populaire, fonds initiative, hein, portés par des habitants, appuyés par des professionnels pour animer la vie sociale, pour répondre aux enjeux sociaux d'un territoire. Et donc, on a deux fédérations dans les Hauts-de-France, la Fédération Nord-Pas-de-Calais et la Fédération des Pays Picards. Voilà. Et donc, en Nord-Pas-de-Calais, nous fédérons 170 centres sociaux, présents dans les différents quartiers urbains, ruraux, périurbains, du Nord et du Pas-de-Calais. Mona Lisa, ce qu'évoquait Philippe Lorenzo, c'est quoi? Donc, c'est la mobilisation nationale contre l'isolement social des âgés. Ça a émergé en 2013 dans différents territoires en France. Hein. Aujourd'hui, il y a 60 territoires en France concernés par ces coopérations territoriales, départementales, plus ou moins actives en fonction de la manière dont les acteurs dans les départements se sont saisis de cette démarche. Et donc, notamment dans les Hauts-de-France, on en a une qui est très active dans le Nord, une qui est en émergence depuis 2 ans et qui développe des choses en Pas-de-Calais, puis aussi le département de l'Oise, qui est aussi très actif avec le département notamment de l'Oise. Cette coopération Mona Lisa, donc c'est pas un lieu de coordination des acteurs de lutte contre l'isolement social, mais c'est un catalyseur. C'est un espace de veille, d'observatoire, de soutien, avec des formations, de la communication, des outils ressources pour venir en appui aux acteurs qui vont vers les retraités isolés. C'est ça l'esprit de la démarche Mona Lisa. Donc c'est un collectif, une démarche, pour être en appui aux initiatives individuelles ou collectives. Individuelles, on a toujours en tête la visite à domicile, mais ce n'est pas le seul levier pour lutter contre l'isolement social. Aussi des démarches collectives, des actions collectives pour aller vers les retraités isolés et lutter contre leur isolement social. Donc ça, c'est mon premier point qui posait un peu le cadre de là où je parle, à la fois comme délégué d'une fédération et comme copilote de la démarche Mona Lisa dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Copilote dans le Nord avec l'UDCCS du Nord, et aussi avec l'association des petits frères des pauvres. Voilà. Alors, ça c'était mon premier point pour poser les choses. Le second point sur ce qui s'est joué durant la crise Covid pour les personnes retraitées. Alors, effectivement, vous l'avez tous dit, mais la période Covid, ça a été à la fois un grand accélérateur, puis aussi un grand révélateur. C'était l'apocalypse au sens grec du terme. C'est un grand révélateur de tendances de fond qui étaient préexistantes avant la période Covid. Et effectivement, dans ces 15 mois de période Covid, ce qui a été révélateur ou accélérateur, c'était d'abord la prise de conscience de c'est quoi le vieillissement. On avait toujours tendance à dire vieillissement égale politique de la dépendance. Et là, on s'est rendu compte que vieillissement égale diversité des populations retraitées et des gens de 65 ans qui se croyaient pas fragiles, ont découvert de jour au lendemain qu'ils étaient les plus fragiles parmi nous. Et donc, c'est la découverte que le vieillissement, ça touche la tranche de 55, 12 ans, 75 ans et plus. C'est donc appréhender la diversité des situations de vieillissement et d'isolement social, celle des jeunes retraités qui arrivent à la retraite, la tranche des 55-70 ans, ou des retraités plus âgés qui peuvent être dans des plans d'aide à domicile ou qui sont en établissement ou qui sont en habitat intermédiaire. Donc, appréhender cette diversité des vieillissements, ça c'est vraiment essentiel. La seconde chose qui a été, je pense, fortement révélée, c'est pas le vieillissement ou l'isolement social, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de transition, de processus, de vulnérabilité. On n'est pas tous égaux, voilà. Et donc c'est aussi appréhender ça. Et puis vous l'avez tous aussi dit, c'est que on n'est pas tous égaux parce que les conditions de vie sont pas les mêmes. Durant les 3 crises Covid, enfin les trois saisons, notre saison 1, notre saison 2 et notre saison 3 de la crise Covid, on voit que ce qui a été discriminant d'abord, c'est la question au lien. Est-ce que je suis en lien ou pas avec d'autres? Donc vous parlez de résilience, mais c'est la question de l'écosystème social, enfin de mon environnement social. Est-ce que je suis déjà en couple ou pas? C'est le rapport à la vie conjugale, très clairement. Est-ce que j'habite avec d'autres ou pas? Et habiter seul ou habiter avec d'autres, c'était très discriminant durant la crise Covid. Le deuxième élément, c'est les relations de voisinage ou les solidarités familiales ou de quartier, ou de village, donc les solidarités sociales et familiales. Et puis, troisième point,
Troisième élément discriminant, le rapport à l'habitat, c'est de dire est-ce que j'habite en appartement avec ou pas un petit jardin. Voilà, c'est le rapport à l'habitat et aux conditions de vie dans le logement. Donc, éléments discriminants, mais qui sont intéressants par rapport au sujet de ce matin, parce que ça renvoie aux personnes retraitées, aux seniors, mais ça renvoie aussi aux familles, aux enfants, aux jeunes. Vous voyez, ce sont des éléments discriminants, enfin communs à beaucoup de tranches de la population. De fait, pour ces populations retraitées, ces seniors en situation de fragilité, le sentiment aussi très fort dès la crise Covid, c'est ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'infantilisation, de stigmatisation. On se pensait des adultes comme les autres et on est mis à part. On est confiné, infantilisé. Alors, avec des choses qui ont bougé, c'est que dans la saison 1, le senior est victime, dans la saison 1 de la crise Covid. Et puis, vous avez remarqué dans la saison 3, enfin, dans la saison 1, le senior est victime et c'est le jeune qui est coupable, le jeune qui, parce que ses comportements sont inciviques, met à mal les seniors fragiles. Et vous avez remarqué que dans la saison 3, c'est et ce qui est arrivé notamment à partir de janvier, là, c'est l'inversion du processus. C'est le senior fragile qui devient coupable de la souffrance des jeunes. Et c'est encore très présent dans les médias aujourd'hui. Mais on est toujours dans une représentation où, quelque part, on est soit victime, soit coupable, mais on ne se pose pas la question de mais en quoi on est solidaire et co-responsable les uns des autres. Voilà. Ensuite, dans ce contexte-là, les actions menées sur le terrain. Les actions menées sur le terrain, alors, de là, de notre fonction d'observatoire, de veille sociale, des acteurs de Mona Lisa, quand je regarde dans le Nord, dans le Pas-de-Calais ou d'autres départements dans les Hauts-de-France, effectivement, il y a eu deux types quelque part. Il y a eu première remarque, c'est que donc, très fortement on allait vers, dès le printemps, dès mars-avril, qui a pris différentes formes, qui a été multiforme, cet aller vers qui a été à la fois d'abord par téléphone, par des réseaux sociaux, à domicile ou dans l'espace public. Il y a eu 4 manières de faire de l'aller vers, qui ont pris des formes différentes en fonction des acteurs. Si je prends le réseau des CCAS, de fait, la manière d'aller vers, c'était d'activer le fichier vulnérabilité et effectivement de systématiser les appels téléphoniques. C'était précieux pour la population qui était enregistrée sur ces fichiers de vulnérabilité. Pour ce que je vois mon propre réseau, le réseau des centres sociaux, c'était d'activer le fichier adhérent ou usager, donc dans l'appel téléphonique, mais aussi beaucoup dans aller à domicile, être en lien pour appuyer les usages numériques, pour voir quels étaient les besoins sur la question notamment de l'aide alimentaire, les transports, le lien social, etc. Donc on a eu différentes manières de faire de l'aller vers en fonction du mandat, des missions de chacun, pour ce CCS, associations comme les centres sociaux, ou bien acteurs caritatifs comme les Petits Frères des Pauvres ou la Croix-Rouge, qui ont des manières chacun à eux de pouvoir faire de l'aller vers. Et l'autre élément qui a été important, alors un aller vers qui était très puissant, alors qu'il y a d'abord beaucoup par téléphone en saison 1 du printemps, pendant l'été qui a été mixte, à partir de l'été, par téléphone mixé avec du présentiel, retourne à domicile devant la porte pour renouer un lien et puis aider les personnes à sortir de chez elles. Voilà, ça a pris différentes formes, ça a été évolutif. Et puis de plus en plus dans l'appui aux usages numériques pour que les personnes, les seniors, puissent, à travers l'outil numérique, être en lien avec d'autres. Et puis, un autre élément qui a été structurant, c'est que ces différentes saisons Covid ont été révélatrices d'une France généreuse et solidaire. À la fois, le Covid a été révélateur effectivement de grande fragilité, vulnérabilité, mais a été révélateur d'une France, de territoire généreux et solidaire. J'entends bien le débat sur la résilience, et qui est très important. Nous, dans le réseau des centres sociaux, on parle effectivement de résilience collective, on est plus sur les approches liées au pouvoir d'agir, les approches québécoises de Yann de Bossé, où c'est toujours l'individu en contexte, c'est jamais seul, c'est ensemble qu'on se relève, et donc c'est dans une approche systémique, et collective et territoriale. Mais effectivement, quand on regarde dans le concret, ces différentes saisons Covid ont été le révélateur d'une France et de territoires généreux et solidaires, très clairement. Alors, prise de terre, j'étais mercredi soir, j'étais dans le Cambrésis, dans les territoires du Nord. J'étais avec une série de bénévoles qui sont impliqués dans les centres sociaux et qui, pour beaucoup, ont été formés par Mona Lisa et ont développé des choses auprès des retraités isolés. Et voilà, retour d'expérience, et une bénévole qui dit, avec d'autres bénévoles, on a fabriqué 100 masques
en tissu. Et puis, avec l'appui de service civique et des salariés du centre, on allait les déposer auprès des 100 retraités isolés dans les villages. Ça, c'est une frange généreuse aussi et solidaire. Ou un autre collectif de bénévoles qui, chaque année, faisait un repas solidaire pour les habitants en fragilité de leur commune. Là, avec la crise Covid, fin décembre, ils ont basculé d'un repas solidaire à préparer des paniers de repas et aller en porte-à-porte à domicile auprès de 80 personnes du territoire. Et prendre le temps à la fois de déposer le repas, mais aussi d'échanger, de créer ce lien, d'être en lien. Où je pense à un collectif d'habitants là, sur un quartier en petit de la ville de Cambrai, qui aime chanter et qui aimait aussi, qui était sensibilisé aussi à la question des retraités isolés, des seniors en fragilité. Ils ont dit, on n'a pas le droit, c'est compliqué de rentrer chez les gens ont du mal à sortir, on va, le 31 décembre, on va faire le tour du quartier et on va faire une chorale solidaire devant les maisons des seniors qu'on sait en situation d'isolement, de fragilité. On va chanter, puis être en lien avec eux, puis faire le tour du quartier, aussi des immeubles. Voilà. Et donc ça, c'est un très, très beau portrait aussi d'une frange généreuse et solidaire. Et c'est vraiment précieux. C'est pas du concept, c'est du concret, c'est de la vie ancrée sur les territoires. Dans ce contexte-là, et ce sera mon troisième point, c'est le rôle des démarches Mona Lisa, des collectifs. Ça a été, dès le mars-avril, de dire qu'il faut surtout être en appui en ligne à la veille sociale. Et donc, on a, dès les cours, inventé des formations en ligne à la veille sociale pour les professionnels qui faisaient de l'appel téléphonique, pour les bénévoles qui faisaient de la veille téléphonique ou qui étaient dans l'allée vert à domicile. Et donc, il y a comme cela un certain nombre de formations. Alors, c'était assez massif, on a des cours, des formations en ligne avec l'appui d'un psychopraticien, 2h30 de points de repère sur l'écoute large, l'écoute active. Et donc, c'est plus de 120 professionnels bénévoles en Nord-Pas-de-Calais qui ont pu passer par ces formations en ligne entre avril-mai et puis décembre. Et ça a été le retour des participants, c'était très très détendant pour assurer ce travail d'écoute large, écoute active, et puis presque à travers les dits et les non-dits de la personne, surtout lorsqu'on est au téléphone et qu'on ne la voit pas, c'est repérer ce qui est en jeu, comment aller plus loin à partir de ce qu'elle note, et puis aussi réassurer, un enjeu de réassurance important pour aider à ce que la personne puisse ressortir de chez elle et puis aussi reprendre confiance, sortir de la peur et reprendre confiance dans la vie sociale, dans les voisins, dans ce type d'éléments. C'était aussi d'assurer la fonction ressources auprès de ces salariés, bénévoles qui étaient au front pour faire différents outils ressources, comment écouter, comment appréhender la question de l'isolement social, enfin différents outils ressources qui étaient souvent conçus avec l'appui du national, du collectif national Mona Lisa, de l'association nationale, testés par différents collectifs en France, et se partager les ressources pour appuyer cela. On pense à un outil créé en Charente, différents outils créés dans différents territoires en France qui ont été aidants pour appuyer les bénévoles et professionnels qui étaient. Alors, vous avez utilisé le terme de ce matin de tuteur, alors nous on utilise plus le terme de passeur, mais c'est le même concept, c'est ces personnes qui sont des passeurs, qui sont des points d'appui pour aider la personne à renouer, à se réassurer, et puis à renouer avec son environnement, et puis à repérer les ressources dans son environnement. Voilà.